Bonjour, bon après-midi à tous. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir une fois de plus parmi nous pour cette belle échange. Thank you for this exchange that we are going to have. And Nous avons just transition, we have the honor to peut-être receive an expert that maybe you know already. For those that are registered on this course, is Professor Nora Rezer. She'll speak about work and the environment, the prospect of just transition. For this exchange, she's a professor in the University of Sofia, and she's from Barcelona. During the last 12 years, she worked on the perception and the policies of union. Recherche sur les sociétés transnationales du point de vue des travailleurs et sur les relations ethniques et de genre dans la vie quotidienne. Comme vous savez, notre échange aujourd'hui, comme d'habitude, elle est enregistrée. Donc, si vous avez une inconvénient par rapport à l'enregistrement de cette session, merci de nous tenir informés parce que nous l'utilisons dans le cadre de l'éducation à travers nos différents sites. Également, si vous ne vous exprimez pas en langue, que ce soit anglo-français, nous avons la possibilité d'avoir la traduction. Si vous utilisez votre téléphone, partez au niveau des 3 points, vous cliquez et vous choisissez la langue qui vous est convenante. Mais si vous utilisez votre machine, vous allez directement voir cela apparaître. Vous allez choisir la langue qui est convenante pour vous, pour le cadre de cet échange. En espérant que vous êtes bien installé où vous vous trouvez, nous allons commencer le vif du sujet, comme nous savons, travail et environnement, les perspectives d'une transition juste. Professeur, nous te souhaitons une fois de plus la bienvenue parmi nous. Avec ce genre thématique, qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on parle de travail et environnement? Quelle est la perspective ou alors de la transition juste? Qu'est-ce qu'on veut comprendre? Qu'est-ce que la transition juste d'abord? Et comment est-ce qu'on peut évoluer vers la transition juste, effectivement? Tu es encore une fois de plus la bienvenue parmi nous, professeurs. Thank you very much, Nucha. Thank you Merci beaucoup, Nucha. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation de vous parler. La question, qu'est-ce que la transition juste? Quand est-ce qu'elle commence? C'est une question importante et plus grande. Je sais pour les gens qui ont déjà fait ça, je vais faire le résumé de la juste transition. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que donc et ces problèmes aussi. La juste transition, comme je l'ai dit, donc dans les années 80 aux États-Unis, était par McCarthy, qui était un syndicaliste dans l'industrie du pétrole, l'industrie du pétrole et des produits chimiques. Il a dit que les travailleurs sont en train de pourvoir des ressources nécessaires que la société a besoin, et si maintenant il y a eu des changements, alors les travailleurs doivent avoir le droit d'être aidés pour commencer une nouvelle vie dans une autre industrie. Alors, l'idée de la juste transition, c'est transiter les travailleurs qui étaient pas seulement pas seulement et d'autres emplois. Nous savons qu'avec la transition, cette transition est basée sur les questions de la santé. Quand nous regardons la crise qui considère la crise biodiversité, l'eau fraîche qui sont en train de disparaître, la pollution des océans, c'est tout un paquet
des crises que nous, que nous sommes en train de produire. Nous produisons cette crise, c'est ce que nous devons dire. Alors, ce que nous expérimentons, par exemple, quand nous avons donc l'opposé, donc beaucoup de pluie, c'est que la relation entre ce que nous expérimentons et qui est d'abord trop dangereux et aussi donc le surchauffement et la biodiversité. Donc, le coût entre ce que nous expérimentons et la source de ça, ces deux ne sont pas visibles et on ne peut pas expérimenter ça directement. Alors que si vous êtes dans un milieu du travail, et si vous avez des conditions néfastes du travail, vous sentez ça, vous pouvez sentir ça. Alors, il y a moyen d'extendre la relation entre l'émission à effet de serre et aussi, par exemple, les surchauffements, ce que nous avons expérimenté en Europe. Alors, le terme juste transition veut dire la même chose, mais ce n'est pas possible de pouvoir lutter contre ces conditions endommageantes si nous ne prenons pas en compte la sécurité, les droits des travailleurs, d'avoir des endroits, des milieux de travail où il y a des conditions de travail qui sont décentes, où les travailleurs sont payés selon leurs besoins ainsi que leurs qualifications. Ça, c'est une politique importante que les mouvements syndicalistes a lutté durement pour amener ça au narratif beginning of 2000s, at the COP as the international. Les débuts des années 80, donc ça s'est passé, donc le mouvement syndicaliste était là avec les syndicalistes dans le monde pour dire que nous devons mettre ce concept de la juste transition dans la déclaration qui sont développées dans les COPS et aussi les différents pays, bien sûr. Alors, la première fois que cela s'était passé, dans l'accord de Paris, bien sûr, c'était seulement dans l'introduction de ces contrats, de cet accord. Ce n'était pas spécifié dans les différentes politiques qui étaient développées et sur lesquelles on s'était accordé. Comment est-ce que la transition juste allait s'y passer si on devait, par exemple, avoir les carburants à base fossile. Le mouvement est encore de lutter au niveau pour inclure le droit de travailleurs pour le travail décent dans le politique contre la crise climatique et écologique. L'un des policy booklet syndicalistes, l'un des syndicats qui a développé, donc c'est que la juste transition veut dire, c'est European Trade Union Institute. Le IT, donc une organisation européenne, l'Institut européen de syndicalistes qui est soutenu Trade Union Confederation, where all the trade unions ou payé par tous les syndicats en Europe. Et quand vous considérez ces documents, ce que je vois, et certaines personnes aussi, c'est que ces documents est en train, par exemple, de dire que toute politique contre le changement climatique et la crise écologique doit inclure la politique qui protège le travailleur. Bien sûr, c'est important de protéger les travailleurs, mais mon problème avec cette formulation est que les travailleurs sont considérés comme des victimes, pas des victimes de la
crise de la crise économique, So, in a way, mais donc de politiques qui luttent contre le changement climatique. Alors, d'une certaine façon, donc, en deuxième lieu, are the dangerous thing. They have to be il leur est dit d'une certaine manière que les politiques contre la crise donc climatique, ils doivent être au courant. Certains d'entre nous avons donc élargi cette idée de développer le travailleur, c'est que nous devons considérer les travailleurs comme des agents de la transformation, pas comme des victimes, car ce sont des travailleurs dans chaque processus de production. Chaque processus de production doit changer et certains processus doivent disparaître, tels que le charbon, mais c'est très difficile et très nécessaire. Et si vraiment les êtres humains et d'autres êtres veulent vivre, pourquoi disons-nous que les travailleurs doivent être des agents de cette transformation? C'est parce que ces travailleurs, dans chaque processus de production, ils ont la qualification, la connaissance, les compétences pour développer de voies alternatives de production ou développer des idées. Par exemple, si je ne peux pas travailler dans l'industrie pétrolière, quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je veux faire à l'opposé d'envoyer les travailleurs dans certains vacances, par exemple. Alors, on leur pas demande qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire et quel type de société veux-je avoir. Je ne dis pas que sinon nous allons terminer l'heure qui nous a répartie. Le deuxième problème est beaucoup plus même difficile. C'est cette idée de la croissance verte. Par exemple, l'Union européenne, il parle de les deals de croissance où nous pouvons faire croître notre économie, nous devons produire, ça ne doit être que vert. Il y a beaucoup de recherches qui n'est pas bien communiquées et les gens n'aiment pas parler de ça, mais cette recherche montre que, par exemple, je donne un exemple, si on doit de placer toute l'énergie que nous utilisons dans le monde entier sans pour autant peut-être accroître l'énergie dont on a besoin. Si nous voulons déplacer ça vers l'énergie verte, nous devons avoir construit beaucoup de turbines, des pompes, prendre le feu, tous ces processus d'utiliser et de pouvoir tirer avantage de l'énergie verte a besoin de machines et ces machines ont besoin de minéraux et ces minéraux sont sous terre et il y a beaucoup de recherches qui montrent que il n'y a pas assez de minéraux sur la terre pour produire toutes ces énergies renouvelables dont nous avons besoin juste pour déplacer l'énergie, la quantité d'énergie que nous utilisons vers les énergies vertes ou renouvelables. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, absolument pas, parce que tout doit être remplacé par les énergies renouvelables. Mais si nous voulons les faire, et nous devons le faire, nous devons réduire l'énergie que nous utilisons. Nous devons produire moins. Nous devons consommer moins. Et c'est ce que j'ai appelé, la croissance verte est une contradiction en elle. Soit vous avez l'économie verte ou vous avez une économie qui ne fait que grandir. Vous ne pouvez pas avoir une économie qui grandit sans pour autant avoir une économie verte, car nous n'avons pas de matière pour utiliser ça. Et un autre point, l'extraction de ces matières, détruisent les conditions de vie de populations qui vivent dans les endroits où vous êtes en train d'extraire ces minéraux. Les gens ne savent pas quoi faire. Leurs moyens de subsistance sont détruits. L'eau est utilisée pour produire le lithium, par exemple, qui est nécessaire pour les batteries, pour nos cellulaires. Alors, nous utilisons beaucoup d'eau. Je n'ai pas de chiffres dans ma tête. On utilise beaucoup d'eau, 10 fois plus d'eau
que le besoin de peuple, de population qui sont autour de ces minéraux pour leurs travaux agricoles. Donc, c'est très difficile de discuter ça au sein des mouvements syndicalistes, car la logique pourquoi le syndicaliste donc était formé en premier lieu était de protéger les travailleurs et de protéger leur milieu de travail. Maintenant, la question, pour protéger les travailleurs, nous ne pouvons pas protéger le milieu du travail car c'est perturbant pour ces travailleurs, car nous, les travailleurs, nous faisons partie des êtres vivants sur la planète. Alors, les syndicats ont des syndicats qu'il n'y a pas de travail sur la planète morte, mais il y a peu donc de politiques de syndicalistes sur l'environnement qui prennent en compte le besoin de produire moins et de consommer moins. Parce que la question est si vous produisez moins, alors il y aura peu de travail. Alors tous les syndicats se focalisent. Nous devons avoir beaucoup d'emplois si nous avons l'économie verte. Et il y a des études sur ça, mais ces études ne prennent pas en compte le matière dont on a besoin pour avoir tous ces emplois. Alors, il y a donc il y a des éléments, par exemple, de syndicats, donc par exemple en Espagne où je vis, donc on commençait à penser que nous devons commencer à penser comment réduire l'économie. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe avec des pensions des enfants, les hôpitaux, l'éducation, le système sanitaire? Toutes ces choses doivent grandir, pas décroître. Alors, il y a beaucoup d'idées qui tournent donc aux alentours. Il y a quelque chose qui doit disparaître ou diminuer, tel que le carburant à base de fossiles. Donc la possibilité donc de les revenus pour tout le monde, ainsi de suite. J'aimerais dire que beaucoup de stratégies, comment donc, comme Kim Jackson a dit, à la prospérité sans la croissance. Et très intéressant, le 8 et 9 décembre, il y aura une conférence à Bruxelles, organisée par UTI, avec le problème de considérer les travailleurs comme des victimes. Il y aura des conférences de syndicalisme et la décroissance, donc des politiques environnementales et la décroissance. Comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure vie pour tout le monde, particulièrement pour ceux qui n'ont pas une meilleure vie? Donc, pour produire moins et consommer moins aussi. J'ai beaucoup parlé. Peut-être que vous avez des questions, des commentaires, ou peut-être vous êtes contre ce que j'ai dit. Engageons maintenant une discussion. Merci beaucoup, professeur Nora, d'avoir introduit une meilleure conversation concernant le thème le travail et l'environnement. Sur cette question qui est vraiment très pertinente. Nous allons maintenant ouvrir la phase de questions. Je vois il y a déjà une main, Céline Nathalie, qui veut poser la question directement au professeur. Tu peux ouvrir ton micro, tu te présentes et tu poses sa question, Céline. Merci Prudence de me passer la parole. Merci également pour l'intervention du professeur. Je ne sais pas si j'ai très bien compris le déroulé, parce qu'elle a présenté et puis il y avait une interprétation. Mais j'ai une préoccupation. Une préoccupation. Je ne sais pas si vous me recevez déjà. Vous m'entendez? On te suit très bien. D'accord, voilà. Alors, en tant que syndicaliste, je crois que les syndicalistes sont dans leur rôle.
lorsque les syndicalistes disent que les travailleurs sont des victimes. Parce que le rôle des syndicats, c'est d'abord de protéger les travailleurs. Ils sont victimes parce que nous sommes dans une phase où on doit préserver les emplois de ceux qui sont en train de travailler. Mais comment comprendre une transition? Ça, c'est la question que je voudrais poser au professeur. Comment comprendre une transition juste lorsque nous sommes dans des pays où nous avons une démographie galopante d'un côté et de l'autre côté, les emplois se font rares. Et les emplois que nous sommes appelés à prendre ou alors à exercer sont parfois ceux-là qui sont dangereux. Comment comprendre ce phénomène? D'un côté, nous avons une démographie galopante et de l'autre côté, nous avons des emplois qui se font rares. Donc, développer des alternatives, le professeur va aussi nous dire cela. Il faut qu'on développe des alternatives, mais est-ce qu'on va développer les mêmes alternatives, étant donné que tous les pays ne vivent pas les émissions de gaz de la même manière? Et je crois également aussi que dans le jeu de cette formation, au départ, il était question de voir le niveau de consommation de ces émissions de gaz-là. Je voudrais que le professeur nous dise de manière concrète ce qu'on peut faire. Moi, je suis au Cameroun. Qu'est-ce que nous, le Cameroun, sommes supposés faire en tant que syndicalistes? Comment est-ce qu'on peut avancer avec cette question? Merci. Yes, thank you very much for the question. Merci beaucoup pour la question. Bien sûr, je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire au Cameroun parce que c'est vous qui connaissez la situation, l'histoire, l'industrie ou manque de l'industrie. Alors, je n'ai pas cette connaissance pour être à mesure de vous dire ce que vous devez faire au Cameroun. Mais cependant, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches dans certains pays dans l'hémisphère sud, tels que le Brésil, l'Afrique du Sud, Inde, et je peux vous donner quelques exemples de Brésil. Je ne sais pas si ça va vous être utile au Cameroun, mais juste pour expliquer peut-être de manière concrète ce que je veux dire, pour dire que nous ne pouvons pas continuer juste à produire comme nous le faisons, comme le capitaliste le font. Par exemple, au Brésil, un membre d'un mouvement de fermiers sans terre m'a dit que le problème majeur au Brésil, c'est que donc, la production du soja est en train de croître de manière donc, le soja est exporté dans d'autres pays, y compris la Chine, pour nourrir les cochons et pour que les Chinois puissent avoir, bien sûr, donc les cochons et par là, ils peuvent produire la viande. Cette production est en train de grandir, mais ça n'a aucune utilisation, aucune utilité pour le Brésilien, car ils ont faim, car les terres arables sont utilisées par des grandes industries agricoles pour produire du soja et cela n'a rien à voir pour nourrir les populations. Aussi longtemps que ce soja grandit, donc la production, par exemple, du maïs et la production plutôt des haricots et de riz est en train d'aller. C'est-à-dire, il y a la décroissance des choses nécessaires dont les gens ont besoin pour survivre et c'est remplacé par la croissance des choses dont les gens n'ont pas besoin. Alors, quand nous parlons de la décroissance, nous devons être spécifiques, bien sûr. Même dans l'hémisphère nord, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Bien sûr, le niveau du revenu et de la consommation est trop élevé, bien sûr, par rapport à l'hémisphère sud, bien sûr. Même dans l'hémisphère, vous avez des grands propriétaires de terrain qui vivent donc au-delà et en train de détruire l'environnement par leur vie luxueuse. Et même dans des pays où la majorité des populations ont des difficultés pour survivre. Alors, vous devez analyser pour chaque pays. Peut-être c'est une question utile pour Cameroun comme une question.
quelles sont des choses dont on a besoin pour bien vivre, pour vivre mieux, et comment nous devons les produire de manière que nous allons donc sauvegarder les conditions naturelles qui nous permettent de produire et de bâtir ces choses pour que nous puissions continuer à vivre. Comment pouvons-nous changer le mode de production pour que les travailleurs tout genre de travailleurs ont un mot à dire dans ce qui doit être produit et comment et pourquoi et pour qui. Et aussi, comment pouvons-nous changer les modes de production, par exemple, pour produire des choses essentielles telles que la santé et l'éducation deviennent gratuits et sont payés par les taxes de ceux qui ont beaucoup de revenus. Ça, c'est la question, je pense, qui doit être posée dans le monde entier, car dans chaque pays, nous voyons qu'il y a des inégalités immenses entre ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui font beaucoup de profits, et ceux qui travaillent seulement chaque jour. Alors, beaucoup de gens, peut-être quand vous parlez de la décroissance, ne devrions-nous pas croître l'économie pour que la richesse qui est produite peut être maintenant donc être répartie et distribuée à ceux dont ils ont besoin. Mais l'expérience des 30 dernières années ou moins que ça a démontré que l'économie est en train de grandir, les gens sont en train de devenir riches, mais au même moment, beaucoup de gens sont en train de devenir pauvres. Alors, croître l'économie en tant que telle n'est pas une stratégie pour nous débarrasser de la pauvreté. Ce que nous avons à faire, c'est nous éradiquer l'inégalité. Donc, je suis en train de me répéter ici pour dire qu'est-ce qu'on doit produire et pour qui. Une autre phrase, donc, de dire les travailleurs sont des victimes. Oui, les travailleurs sont des victimes de l'exploitation par le capital dans le monde entier de différentes manières. Mais les travailleurs sont en train de lutter contre ce genre de victimisation. Et c'est sur ça que j'aimerais insister, que les travailleurs ne sont pas seulement des victimes, mais ce sont eux seuls qui peuvent se battre contre la victimisation. Si les syndicats disent nous devons protéger les travailleurs, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, mais dans le pays où j'ai fait la recherche, il y a toujours un clivage entre les officiers donc de syndicalistes qui veulent protéger les travailleurs et les travailleurs eux-mêmes qui veulent faire des choses, changer les choses et avoir beaucoup à dire comment est-ce que leur milieu de travail doivent changer et quel genre de milieu de travail ils voudraient travailler. Je pense que les syndicalistes que je connais ne sont pas bons pour permettre les travailleurs dans les ateliers de développer leurs idées. Et si vous parlez seulement de protéger, et j'aimerais insister, si vous insistez donc sur seulement protéger, je dis seulement, et pas leur permettre pour qu'eux-mêmes changent les choses. Là, vous êtes en train de rendre les gens pacifiques. Et les gens sont, donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour me protéger? Donc, vous leur empêchez, vous prenez, vous éteignez la créativité dans ces travailleurs. Merci une fois de plus, professeur, pour ces éléments de réponse. On espère que Céline a été satisfait avec ces réponses. Je ne sais pas si un autre participant a des questions à poser. Si je vois Fatouma Taba qui est connectée, si vous avez une question. Mais peut-être en attendant que Ba pose sa question, professeur, on aimerait un peu savoir clairement. Aujourd'hui, on utilise le concept de croissance et décroissance. Quelle est la différence qu'on fait entre ces deux concepts-là concrètement? Parce que beaucoup de personnes pensent que, surtout le concept de décroissance, qu'on dit généralement des growth, est un concept un peu de la classe moyenne qui est un peu pour... en fait, elle est critiquée
par beaucoup en disant que c'est pour davantage de luxe, c'est pour avantager les classes un peu élevées. Quelle est la différence qu'on fait entre ces deux concepts et qu'est-ce que nous devons retenir en fait de cela? Comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre ces analyses de croissance, décroissance? Est-ce qu'elle est vraiment pour les classes de luxe, quoi, les classes élevées, comme beaucoup pensent, quoi? Yes. I know that the term degrowth is very... Je sais que le terme degrowth est très provocateur. Donc, en tant qu'une stratégie générale, je vais toujours utiliser ça parce que c'est un terme provocateur. Donc, le degrowth, donc la décroissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire et pour qui? Par exemple, en Espagne, je ne veux pas promouvoir le gouvernement espagnol, mais je crois qu'ils font de bonnes choses. Par exemple, ils ont... Comment est-ce que vous le dites? Ils vont élaborer une politique selon laquelle les sociétés de l'énergie ou les sociétés financières qui ont enregistré des bénéfices de plus de 500 millions d'euros au-delà de ce qu'ils ont toujours fait. Cet avantage-là doit être taxé séparément pour que cela soit utilisé pour soutenir les pauvres dans l'énergie dont ils ont besoin. Comme nous savons, le prix de l'énergie monte d'une manière folle maintenant. Il y a des sociétés qui enregistrent vraiment des bénéfices énormes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas réchauffer leur maison parce qu'ils n'arrivent pas à payer le prix de l'énergie. Je crois que cela a été vraiment controversé, ce genre de politique. On a eu à discuter de cela. Alors, il y a toujours des personnes qui critiquent cela et il y a des ceux qui pensent que c'est une bonne idée. Alors, ce genre de décroissance est controversé, surtout pour les personnes qui enregistrent des bénéfices, mais c'est pas bon pour la minorité, disons pour, en fait, les bénéfices pour une minorité. Mais comment dire ça d'une manière facile? La manière dont nous produisons et nous consommons maintenant au niveau mondial, pour un instant, je parle maintenant de cette grande différence. Si nous continuons dans le Global North à produire comme cela, et aussi dans une partie du Sud, où, disons, quand nous avons ces mines qui sont destructrices pour les personnes, nous n'avons pas 3 planètes, nous n'avons qu'une seule planète. Alors, nous devons penser, alors, si nous voulons continuer et pour que les générations futures soient là dans la planète, parce que nous n'avons pas une autre planète, peut-être M. Musk est allé entrer avec son roquette pour nous amener à la planète Mars. Je suis juste en train d'être ironique ici. Donc, je veux juste dire qu'on n'a pas une autre planète. Alors, mondialement, que même si le Nord est responsable pour la grande majorité de l'émission de CO2 et de la destruction à travers les activités minières et d'autres formes de production dans la partie sud du monde, les émissions se font partout, sont produites partout. J'ai lu récemment, en Angleterre seulement, 1% de la population riche produit 10% des émissions. Donc, les pauvres produisent moins d'émissions, mais le problème est celui-ci. Nous devons penser à la manière, à tout le, disons, au système de la production en entièreté. Parce que j'ai été dans le pays du sud du monde et comme vous savez, les personnes ont besoin de voitures parce que tout le monde dans
la partie nord du monde ont plus de voitures. Maintenant, il y a des voitures électriques qui n'est même pas une solution réelle au problème. Alors, les gens veulent des voitures. Alors, nous devons penser au niveau mondial et aussi en termes de pays spécifiques. Que voulons-nous produire? Et particulièrement, nous devons penser à la nature des relations, penser à la nature de la relation de main-d'œuvre. Alors, quel genre de ressources naturelles allons-nous utiliser? Quelle quantité? Alors, allons-nous utiliser ça d'une manière à ce que ces ressources puissent se régénérer elles-mêmes? Ce que j'essaie de dire, c'est que nous avons besoin d'une manière différente de voir la production et la consommation. Peut-être il faut toujours voir d'où est-ce que les ressources viennent, donc des choses que nous produisons. Est-ce que cela provient de la nature? Si vous pensez un instant, tout ce que vous utilisez, ces machines, l'Internet, tout ce que nous utilisons, tout vient de la nature. Vous savez, une nature transformatée. Tout ce que nous utilisons, c'est une nature transformée, allais-je dire. Donc, si nous voulons vivre dans le futur, nous devons trouver les manières de produire les choses d'une manière à ce que la nature puisse se régénérer. Donc, c'était le premier point. Et le deuxième point, ce qui est aussi important, donc nous devons produire d'une manière selon laquelle les riches ne vont pas toujours s'enrichir davantage et les pauvres vont s'appauvrir davantage, n'est-ce pas? Donc nous devons produire selon une manière où il y aura des personnes qui seront prises en charge et cela veut dire se débarrasser de l'inégalité. Donc, réduire l'inégalité. Donc, ces deux points. Comment produire d'une manière selon laquelle la nature peut se régénérer encore pour que nous puissions vivre dans cette planète et comment allons-nous produire d'une manière à réduire l'inégalité pour que tout le monde ait une bonne vie. Alors, dans la partie nord du monde, ce qui veut dire, par exemple, nous devons réduire l'emploi salarié ou encore compenser probablement des revenus indépendants. En Afrique du Sud, nous avons cette discussion de personnes. En Afrique du Sud, là, nous avons, parce que je connais un peu sur les personnes là-bas, dans la discussion, nous devons avoir des revenus indépendants pour tout le monde, pour que tout le monde puisse survivre. Et alors, nous allons penser aux choses que nous devons produire de plus, par exemple, pour les soins de santé, plus d'éducation, plus de soins en général et moins de charbon. C'est un grand problème en Afrique du Sud, je pense. Donc, il y a un bon pourcentage qui vient de charbon et nous devons sortir du charbon. Alors, je parle de ça et je ne suis pas la seule. Il y a une nouvelle manière de voir la production en pensant au fait que tout ce que nous produisons provient de la nature et nous devons redonner à la nature. Il doit y avoir plus d'égalité. Alors, il faut se débarrasser de la politique. Alors, il y a un petit groupe de personnes qui sont vraiment riches. C'est 8 personnes sur cette planète qui ont plus de revenus qui représentent 20% de la population mondiale. Et nous laissons ça se passer comme ça. Donc, cela doit changer. Et nous aurons assez pour nourrir tout le monde et non pas détruire l'environnement. Merci une fois de plus, professeur, pour ces analyses vraiment succinctes sur la question qui vient d'être posée en ce qui concerne le décroisement et la croissance. À présent, je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a une autre préoccupation qui aimerait poser. Je ne sais pas si Fatoumata, je vois Nathaniel qui est entré, nous a rejoint. Nathanaël, lui, si vous avez une question, c'est le moment de poser la question. Mais en attendant, peut-être s'il n'y a pas de question, on aimerait également poser une autre question au professeur.
On comprend aujourd'hui que professeur, travail et environnement, c'est vraiment une relation contradictoire. Parce que dans certaines zones, on est obligé de détruire la nature pour pouvoir continuer dans le travail. Les travailleurs travaillent, mais en même temps, on détruit la nature. C'est une réalité également aujourd'hui du terrain. Mais ce qu'on aimerait savoir, comment est-ce qu'on peut évoluer avec l'emploi tout en préservant, ou alors en prenant compte cette nécessité de protéger l'environnement? Comment est-ce qu'on doit évoluer? Peut-être en tant que syndicaux, en tant que fournisseur d'emploi, qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour protéger l'emploi et en même temps préserver l'environnement? Après cela, on va prendre la question. Il y a deux questions qui nous viennent après. Il y a il y a Nathanaël et Fatoumata. On va prendre vos dernières questions pour conclure la session d'aujourd'hui. Après les éléments de réponse. Allô? Shall I answer or shall we ask, wait for the next question? Dois-je répondre ou encore attendre d'autres questions? Vous allez peut-être attendre Nathanaël après la réponse et puis vous pouvez poser les prochaines questions. Donc, le professeur répond d'abord et puis on prend les dernières questions. Okay, just very shortly. Alors, en quelques mots, je ne dirais pas être beaucoup plus général. Je dirais toutes sortes de travail transforment la nature. Nous ne laissons pas ça de la manière que cela est. Cela peut être destructrice de la manière dont nous le faisons, mais on peut aussi essayer de régénérer. Voyons par exemple l'agriculture. Là, nous voyons de plus les choses que nous mangeons. Nous sommes en train de transformer la nature en produisant la nourriture. Donc, si nous voyons les arbres, c'est une preuve de suffisance. Nous savons le temps que nous passons à faire l'agriculture et nous savons que dans l'agriculture doit se régénérer. Donc, il y a beaucoup de connaissances sur la manière dont on peut produire, par exemple, suffisamment de nourriture pour tout le monde, d'une manière à ce que cela va régénérer la nature que nous transformons. Donc, l'agriculture écologique, différentes sortes de nourriture. Je ne suis pas un expert d'agriculture, donc il n'y a pas une connaissance sur la manière dont nous transformons la nature. Donc, laisser le pétrole, le charbon dans la terre, essayer d'obtenir l'énergie. Donc, nous devons nous devons savoir que en transformant la nature, nous devons faire ça d'une manière à ce que nous ne détruisions pas. Donc, c'est ça la stratégie. Merci, professeur. À présent, nous donnons la parole à Nathanaël et puis Fatoumata. Allô, le président nous suit et puis... Allô? Oui, on te suit. Tu peux te présenter ta question. Très bien, donc merci beaucoup. Moi, j'ai rejoint en cours, mais voilà, tout à l'heure, il y a eu la question de Noucha, donc je salue au passage. Moi, je pense que ma question va aller dans ce sens-là. C'est vraiment aujourd'hui de poser la question de la transition écologique, les politiques de transition écologique qui sont implémentées un peu dans nos entreprises. Quels sont aujourd'hui, peut-être, professeur, votre point de vue par rapport à vraiment l'implémentation de ces politiques? Est-ce qu'elles permettront vraiment de pouvoir régler des problèmes ou vraiment d'apporter vraiment des solutions pour une transition juste dans nos entreprises et vraiment avoir un peu des impacts dans le futur par rapport à tout ce qui est vraiment les questions environnementales auxquelles, en tout cas la crise environnementale auxquelles on fait face dans nos entreprises? Donc, c'était vraiment la question que je voulais poser et merci beaucoup voilà, pour tout. Merci. Was okay. Yeah.
Yes, I think it is possible. Oui, je pense que c'est possible. Je ne dis pas que pas dans le processus entier de la production. Quelques processus de production doivent disparaître et être remplacés par les autres. Donc, tout ce qui a à voir faire avec les combustibles fossiles, donc ça peut être possible. Il y a encore beaucoup de plastique. On a encore besoin de beaucoup de plastique à la place peut-être du pétrole. Ce n'est pas seulement le pétrole ou le charbon dont on a besoin pour l'énergie, mais nous avons besoin aussi de combustibles fossiles et pour produire beaucoup de choses pour une utilisation journalière, régulière. Des exemples dans le passé et dans le présent, là où les travailleurs qui travaillent dans un processus spécifique de production, qui ont les idées sur la manière à produire les choses qui sont encore nécessaires et nous ne devons pas encore s'en débarrasser, mais juste les produire différemment et d'une manière différente. Donc, je crois autour des années 70, il y avait les travailleurs dans l'industrie militaire en Angleterre qui allaient perdre leur travail et ils ont pensé que c'était bon. Alors, si c'est mieux de ne pas produire les choses qui tuent les gens, mais il faut plutôt produire les choses qui aident les gens. Alors, ils sont venus avec une manière alternative de la production. Alors, c'est de la connaissance qu'ils avaient déjà avec les machines et les outils qu'ils avaient déjà. Comment est-ce qu'on peut produire des choses qui ne sont pas destructrices, mais qui sont utiles? Par exemple, les bus qui peuvent aller dans des rues ou encore des choses pour aider les personnes malades, les aider à marcher, ainsi de suite. Alors, ils avaient toutes les connaissances et toutes les machines pour faire cela. Toutefois, les comités, les responsables ont dit non, nous allons décider sur ce qui sera produit et de quelle manière. Alors, ces choses ne vont pas nous donner beaucoup de bénéfices. Alors, ce n'était pas facile, mais exactement c'est la raison pour laquelle les mouvements des travailleurs sont très importants pour la transformation, parce que les travailleurs n'ont pas seulement la connaissance, mais s'ils se battent ensemble, même s'organisent au niveau mondial avec une solidarité internationale, ils peuvent faire une pression aux responsables afin de changer le processus de production d'une manière qui sera environnementalement faisable et juste. Et cela est une grande tâche des travailleurs et des syndicalistes aujourd'hui de développer cette alternative avec le pouvoir qu'ils ont, de faire la pression pas seulement aux responsables, au comité de gestion, mais aussi au gouvernement pour la transformation de ce processus. Merci, professeur, une fois de plus pour ces éléments de poste. J'espère que Nathaniel a été satisfait avec ces éléments. Je vois encore la main de Fatoumata Ba. Tu peux également poser ta deuxième question et puis on va conclure notre session. Fatoumata Ba. Oui, OK. Tu poses la question et puis on va... Merci. Merci, Natoucha. Merci beaucoup, professeur, pour l'exposé. Bonjour, chers participants. Bon, moi, je voudrais juste baser ma question sur les énergies renouvelables, la consommation des énergies renouvelables, vu qu'en fait, pour assurer cela, on est obligé de consommer beaucoup de produits naturels. Donc, le professeur a proposé qu'on diminue, qu'on produise moins et consommer moins pour en fait favoriser la consommation des énergies renouvelables, si j'ai bien compris. Bon, maintenant, ma question, c'était de savoir si c'est pas, bon, si ça risque pas aussi, en fait, de créer des contradictions par rapport au mode de vie, à la mode de vie, en fait, des travailleurs. C'est juste une question, vu que dans ce sens, les travailleurs, les communautés sont contraints, en fait, d'adopter aussi d'autres stratégies de vie à travers le fait de consommer moins et de produire moins. Donc, je voulais savoir juste si ça risque pas de créer des contradictions. Merci. Yes, I mean, of course, if I say it in that... Bien sûr, si je l'ai dit
sous cette manière provocatrice. Donc, et aussi, j'expliquais. Donc, alors, pour quelques personnes, produire beaucoup, ça veut dire produire beaucoup et consommer beaucoup. Nous devons combattre la pauvreté, la faim ou la pauvreté qui existe dans plusieurs pays, dans la partie sud du monde. C'est au même moment en train de changer, comment est-ce qu'on peut dire, la surproduction dans quelques pays pour être capable d'augmenter quelques productions dans nos pays, mais pas pour augmenter, par exemple, l'énergie dans des pays forts, dans des pays pauvres, là où il n'y a que les riches qui peuvent les utiliser, n'est-ce pas? Et la majorité de ces personnes souffrent encore de la pauvreté énergétique parce que l'énergie coûte cher pour eux. Donc, ce sont des choses que nous devons penser ensemble, produire moins quand il y a la surproduction. Et aussi, c'est pour l'intérêt des personnes qui ont besoin de plus pour avoir une bonne vie. Alors, pour que nous tous, nous puissions avoir une bonne vie qui est plus ou moins au même niveau. C'est là la chose importante. Merci beaucoup, professeur. Je pense que ceci est un peu comme un mot de conclusion, mais je pense que vous pouvez également avoir un autre mot de conclusion en ce qui concerne cette thématique. Comment est-ce que vous pouvez conclure? Qu'est-ce qu'on prend comme message cet après-midi en ce qui concerne le travail et l'environnement? Comment faire réellement pour passer vers une transition juste, toutefois en préservant les emplois et en protégeant la nature que nous vivons aujourd'hui. Comment pouvez-vous conclure cet après-midi? Well, I have already said a lot, so I would just... J'ai déjà beaucoup parlé. Je dirais que nous avons besoin définitivement de la créativité, de la connaissance des travailleurs et leurs organisations à développer des alternatives spécifiques dans leur pays et à leurs endroits respectifs de travail. Merci beaucoup une fois de plus, professeur Nora Rizel. C'était un plaisir pour nous de vous avoir cet après-midi dans le cadre du cours en ligne Juste et Vert, la question écologique du travail, plus précisément sur la thématique travail et environnement, les perspectives d'une transition juste. Vraiment, nous savons que vous avez un agenda très chargé, mais nous avons été honorés par votre présence. Et je pense également que tous nos participants ici, à la personne, je vois Michael, Fatoumata, Bas, Céline, Nathaniel, qui nous ont également honorés par leur présence, ont été vraiment satisfaits. Nous voulons remercier l'équipe de la Global Labour University qui ont permis à ce que nous ayons cette session aujourd'hui. Nous avons Elira, professeur Elira, nous avons Matidja et nous avons Yen et moi-même qui suis Prudence Noucha. Nous remercions également nos interprètes de la journée. Nous avons Clément, nous avons Yannick qui ont fait un beau travail pour l'interprétation français en anglais. Merci beaucoup pour votre présence. Et nous remercions également l'équipe de la Friedrich Ebert Stiftung Foundation. Il y a également Madame Catherine Messner, nous avons Shane, nous avons Pauline. C'est toute une équipe qui travaille pour pouvoir réaliser cet échange que nous avons cet après-midi. Merci, en espérant que vous avez aimé, comme moi je l'ai fait. On vous convie une fois de plus à une prochaine séance, une autre atelier qui va concerner le travail et l'environnement sur les perspectives également de la transition juste, si je ne me trompe pas. Cela aura lieu avec Madame Adena Dave et sera le 7 novembre, je crois, à la même heure également. Donc, vous êtes conviés pour cette prochaine échange le 7 novembre. Ne manquez pas parce que nous aurons également ce genre d'échange qui serait très enrichissant, qui va nous permettre davantage de construire des débats sur la question et partager avec plusieurs personnes. Nous remercions tous ceux qui viennent de nous joindre. Malheureusement, nous sommes en train de conclure la session. Nous vous souhaitons un excellent week-end et portez-vous bien jusqu'ici. On se voit le 7 novembre pour la prochaine échange.
Merci, c'était un plaisir. Merci, professeur. Bye-bye. Thank you very much. It was a pleasure being here. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être ici. Au revoir et passez un excellent week-end.